fraude et l'évasion fiscale, entre 60 et 80 milliards d'euros qui échappent chaque année au fisc. Avec les fichiers HSBC, Bercy va peut-être récupérer quelques miettes. Mais le plus gros du gâteau, c'est du côté des entreprises qu'il se trouve. Gagner un maximum d'argent, en déclarer un minimum. Payer le moins d'impôts possible et éviter les redressements. Comme devant un magicien, vous vous dites, il y a un truc. Mais vous ne savez pas quoi. Nous, on va vous les montrer, les trucs. Vous avez envie d'un conte de fées? Vous voulez qu'on vous joue de la flûte? Vous voulez changer de voiture? La dernière console de jeu? Ou agrandir votre collection de Playmobil? Amazon, c'est tout ça. Vous attendez bien tranquille chez vous. Eux, ils font le reste. En plus, la livraison est gratuite. On se demande comment on faisait quand il fallait sortir de chez soi, avant. Avant que la start-up américaine ne devienne en 20 ans le plus grand marché du monde. 46 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Une bien belle réussite. Amazon, ce sont surtout des magiciens quand il s'agit de faire fondre les impôts. Normalement, plus on gagne d'argent, plus on paye d'impôts. Eh bien Amazon, leur taux d'imposition mondial, toutes taxes confondues, c'est 6% en moyenne depuis 5 ans. Comment font-ils? Ben à la prochaine livraison, mettez vos lunettes et jetez un œil à votre facture. Ouais là, tout en bas, en tout petit, il y a écrit Luxembourg. Mais pourtant, votre commande, vous l'avez faite en France. Et Amazon, vous pensiez que c'était américain. Vous êtes paumé? Ne vous inquiétez pas, on a trouvé un guide. Vous allez tout comprendre. Ça veut dire qu'effectivement, vous faites du commerce avec une société luxembourgeoise sans le savoir, à moins que vous regardiez tout en bas sur la facture. Donc en fait, le chiffre d'affaires qui est fait par la vente des livres, des CD que vous pouvez acheter, ne transite jamais en France. Il va directement au Luxembourg et il va directement alimenter des comptes luxembourgeois. Ben oui, Amazon.fr, c'est une des nombreuses filiales que le groupe a créées en Europe. Là où se font les achats des consommateurs. Pour le paiement, tout remonte au Luxembourg. Donc la filiale française, la filiale anglaise, la filiale allemande, la filiale italienne ne font pas de vente et ne voient jamais passer l'argent des ventes. Donc la société luxembourgeoise va dire à la société française « assure-moi la logistique, assure-moi les services et je te paie pour ça ». Et elle va lui laisser une petite marge qui fait qu'au final, elle va déclarer un tout petit peu d'impôt en France. 3 francs 6 sous. Voilà ce qu'Amazon laisse à notre pays. Parce que pour Amazon, la France, c'est uniquement de grands entrepôts remplis de cartons et de petites mains. Les vraies décisions, celles qui pèsent lourd, elles seraient prises ailleurs. On aurait bien aimé qu'Amazon nous l'explique. Mais eux sont aux abonnés absents. Alors on a suivi la trace de l'argent, au Luxembourg. Au siège d'Amazon Europe Technology Holding, la tête de l'organisation en Europe. La société propriétaire de toutes les autres sociétés Amazon. Ici passent une bonne partie des bénéfices du groupe sur le continent. Pour abriter leur trésor, on s'attendait à ce que le siège soit en conséquence. Mais en fait, pas du tout. Ici, cherchez pas Amazon, c'est écrit nulle part. Bonjour. Monsieur? C'est vous, monsieur? Oui, c'est moi. Bonjour. Edouard Perrin de France 2. Paris. On est à la recherche de Amazon Europe Holding Technologies. Honnêtement, je ne peux pas vous donner son adresse de mémoire. Hein. C'est chez vous? C'est possible. C'est sûr? Oui. Donc c'est ici? Ça correspond. D'accord. Et est-ce qu'il y a moyen de voir des gens de cette société ici? S'il y en a? Je ne suis pas sûr qu'il soit là aujourd'hui. D'accord. D'accord. Écoutez, je vais voir s'il y a quelqu'un ici. Hein. Ce serait intéressant, ouais. Amazon Europe Holding. Bon, je vais voir, je vous contacte dans 10 minutes maximum. Ça marche. Merci beaucoup. En attendant, le Luxembourg vous offre cette page de réclame.
C'est la dernière campagne de pub du Grand-Duché, à l'attention des élites fortunées du monde entier. Chez les Luxembourgeois, on leur servira des services sur mesure qui les laisseront baba. Amazon aussi restera muet ce jour-là. Personne d'Amazon ne se trouve ici pour nous. Ah, personne d'Amazon ne se trouve ici, d'accord. Ok. Bon, bad luck. Merci beaucoup. Ouais. Des fois, ils viennent ou... Je sais bien, des fois. Des fois, pour les assemblées générales. Dans le retrait. Oui, ok. Merci beaucoup. Oui, venir, c'est en option. Apparemment, diriger, organiser et gérer les différentes sociétés d'Amazon, ça peut se faire par téléconférence. Et puis, ça dure pas très longtemps. Des réunions minutes. Littéralement. Pour un groupe qui fait 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe, c'est l'efficacité luxembourgeoise. Ce qui importe au final, c'est que les décisions soient prises ici et que ce soit tamponné. Le sceau de la légalité, pour payer moins d'impôts. Et ça marche. Dans le bâtiment, on n'a vu personne de chez Amazon. En revanche, de l'argent, il en arrive vraiment beaucoup. En 2009, par exemple, plus d'1 demi-milliard d'euros. Les choses étant bien faites, les revenus de la holding ne sont pas taxés au Luxembourg. Des magiciens, on vous dit. Mais la ficelle était un peu grosse. Et avec la crise, ces montages alambiqués pour payer moins d'impôts, ça a fini par se voir. Et comme d'habitude, ce sont les Anglais qui ont tiré les premiers. En novembre dernier, Amazon est convoqué au Parlement devant une commission d'enquête. L'heure des explications avait sonné. Les images ont été tournées par les services parlementaires britanniques. Vous êtes assis un peu loin de moi. Toutes mes excuses, mais c'est à cause de la disposition de cette salle. Et je vous remercie tous d'être venus témoigner et nous apporter des preuves cet après-midi. L'ambiance est courtoise, mais faut pacifier. Les députés sont là pour en découdre. Leur cible, Andrew Cecil, directeur des affaires publiques d'Amazon. Les premières salves vont porter sur les impôts payés par le groupe au Luxembourg. Quel est votre taux d'imposition réel au Luxembourg? Désolé, j'ai mal entendu. Quel est votre taux d'imposition réel au Luxembourg? Au niveau mondial, notre taux d'imposition... Non, au Luxembourg. Alors là, il faudrait que je le calcule. Toutes mes excuses. En 2011, nos bénéfices après impôts, c'est 20 millions, sur un chiffre d'affaires de 9,1 milliards. Et on paie... Excusez-moi, donc, au Luxembourg, votre bénéfice était de 20 millions? Dans les faits, question impôts, vous vous en sortez indemne au Luxembourg. C'est pour cela que vous êtes là-bas, non? C'est la seule raison de votre présence là-bas. Ces chiffres que vous citez, je ne sais pas trop d'où ça sort. Je ne peux pas faire de commentaires. Le problème, c'est qu'Andrew Cecil n'est venu qu'avec une seule réponse pour toutes les questions des députés. Et ça ne va pas suffire. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont vous diminuez vos bénéfices au Luxembourg. Parce que c'est l'impression que cela donne. Qui est le propriétaire de la société luxembourgeoise? Au Luxembourg, c'est une holding qui est une filiale d'une société du groupe. Domicilié où? Cette holding est aussi domiciliée au Luxembourg. Aussi au Luxembourg. D'accord. Cela me paraît être légèrement artificiel tout cela, non? Je ne suis pas très au courant des détails sur cette holding, mais je reviendrai vers vous avec cette information avec plaisir. Attendez, excusez-moi, mais c'est encore une fois une réponse inacceptable. Vous nous dites ne pas connaître la structure de votre entreprise? Vraiment? Je travaille pour la société européenne. Mais je serai très heureux de revenir devant vous. Vous êtes le directeur des affaires publiques. C'est proprement incroyable de prétendre ne pas connaître le propriétaire de la holding. C'est juste pas crédible. Je serai très heureux de revenir devant vous. Oui, mais nous ne sommes pas contents du tout.
Vous savez qui est le propriétaire? Je serais ravi de revenir. Qui est le propriétaire? Non, je Le ne... savez-vous? Non, je ne sais pas. Mais c'est là où va l'argent. Et derrière vous, vous êtes bien venu avec des conseillers? Non. Il y a quelqu'un qui sait. Ça ne devrait pas être trop compliqué de téléphoner au siège et de savoir qui est le propriétaire, n'est-ce pas, monsieur Cécile? Je serais ravi de vous fournir cette information. Donc on l'aura avant la fin de la journée. Cela nous sera utile. Au bout de 20 minutes, Margaret Hodge, la présidente, sort de ses gonds. La totalité de votre activité économique est ici, en Grande-Bretagne. Et pourtant, ici, vous ne payez aucun impôt. Et ça nous agace, ça nous énerve vraiment. Le simple fait de venir devant nous, de ne pas nous répondre et de feindre l'ignorance, cela, ça ne va pas, c'est horrible. Je serais très heureux de fournir à la Commission toutes les réponses nécessaires. Non, je n'arrive pas à croire que vous soyez venu sans ces informations. Ou alors c'est délibéré. Dans ce cas, nous ordonnerons à quelqu'un de venir nous répondre en public. Bon, il a l'air un peu sonné, monsieur Cécile. Mais en fait, il a tenu le coup et n'a rien lâché. Ses patrons ont dû être contents. Ils ont fini par envoyer un communiqué écrit le lendemain. Pour lâcher du lest, la firme donne le nom des sociétés américaines qui possèdent la holding luxembourgeoise. Elles sont domiciliées dans le Delaware, le paradis fiscal des Américains, leur Luxembourg à eux. Très opaque. Amazon a demandé à ce que ces informations restent confidentielles. Les parlementaires britanniques ulcérés s'empresseront de publier le document. Une bien mauvaise publicité. 6 mois plus tôt en France, Amazon avait bénéficié d'un tout autre accueil. L'économie, maintenant, les bonnes nouvelles ne sont pas si courantes et c'en est une. Amazon a officialisé ce matin l'implantation de sa 3e plateforme logistique en France. Il faut dire que ces temps-ci, dans les journaux, on déplore généralement des plans sociaux. Alors quand une entreprise annonce des créations d'emplois, les ministres se précipitent. Surtout quand ils sont du coin. Avant d'être ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg était élu de Saône-et-Loire, là où les emplois vont être créés. Ce sont des emplois de service et comme vous le savez, dans la période actuelle, nous sommes en état d'urgence et de mobilisation nationale sur la question des pertes d'emplois. Un emploi gagné est un emploi qui a beaucoup de valeur pour le gouvernement. Monsieur Montebourg. Bonne chance pour cette installation. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. À très bientôt, je reviendrai pour l'inauguration peut-être. Un ministre qui accueille le patron d'Amazon à bras ouverts. Pourtant, au même moment, le groupe américain a de gros soucis avec le percepteur. Le fisc français lui réclame pas loin de 200 millions d'euros de redressement. D'un côté, les impôts, de l'autre, les emplois. Et les subventions qui vont avec. Oui, vous avez bien entendu, des subventions. Rien que pour installer son site ici en Bourgogne, Amazon s'est vu promettre plus d'1 million d'euros de subventions locales, sans compter les aides de l'État. De quoi faire tousser les petits patrons du coin, comme Wilfried Séjot à Nevers. Il dirige 2 librairies ici. Il a bien touché quelques subventions lui aussi. C'est une bonne lectrice? Oui. Bon niveau? Elle est traductrice. D'accord. Mais Wilfried n'a pas de holding au Luxembourg. D'où son amertume. Il y a une vraie fracture de petits entrepreneurs, de commerçants, d'artisans qui payent tout à plein pot, qui effectivement n'ont pas possibilité de développer des stratégies d'optimisation fiscale, comme on dit, et qui pourtant contribuent à la fois au lien social, à l'emploi. Effectivement, moi, je suis bien placé pour comprendre leur amertume et leur colère face à de telles disparités, quoi. Ouais. Wilfried Séjot est d'autant mieux placé pour le dire que la subvention à Amazon, il l'a vu passer, sous son nez, au Conseil régional de Bourgogne, où il est élu. Aurélie Filippetti disait, je cite, « Il faut défendre les libraires indépendants qui sont de vrais poumons pour les villes. Nous avons un réseau formidable en France que le site de vente en ligne Amazon risque de tuer. » En novembre dernier, il a voté contre la subvention. Pour lui, accorder une aide aux champions luxembourgeois de l'optimisation fiscale, ça ne collait pas. D'autant que dans le document figure une clause suspensive. Pour les recevoir, l'entreprise doit respecter les règles fiscales. C'est écrit noir sur blanc.
Mais pour une grande majorité des élus bourguignons, l'emploi est passé avant l'impôt. Ça permet aux collectivités de dire « Regardez, c'est grâce à nous que ces emplois sont créés ». Donc je pense que ça, c'est un moteur extrêmement puissant pour que les élus puissent dire « Ben voilà, grâce à nous, le site s'est implanté », alors que de toute façon, ils se sont implantés. Ben oui, ils en avaient besoin de leur entrepôt chez Amazon. Le groupe en avait déjà un près d'Orléans, un autre à Montélimar. Il leur fallait un site pour couvrir tout l'est de la France. Alors ils ont choisi la Bourgogne, un carrefour stratégique. Et tant mieux si en face, ils trouvent des élus pour les aider. C'est le cas avec François Patria, qui préside le conseil régional de Bourgogne. Est-ce qu'ils avaient besoin de cette aide quand on voit le litige qu'ils ont avec le fisc français? Je crois qu'Amazon fait comme tous les industriels aujourd'hui, comme tous les multinationales. Ils vont là où leur intérêt est le plus grand et là où ils peuvent avoir le maximum de soutien. J'ai pas dit qu'ils en avaient besoin. J'ai dit qu'ils pouvaient les demander et qu'ils faisaient jouer. Ils font de la surenchère territoriale. C'est évident. C'est évident. Mais qui peut leur reprocher aujourd'hui? Dans la mesure où en face, il y a des gens qui acceptent cette surenchère, dont nous. L'aveu a le mérite de la spontanéité. Pour les gens d'Amazon, c'est du velours. Avec une telle compétition entre élus, ils auront toujours une longueur d'avance. Ce petit jeu, pourtant, certains s'en désolent. À l'image du sénateur René Beaumont. Cet argent-là, on en a besoin, conseil général, on en a besoin, conseil régional pour faire des routes, pour faire construire des écoles, pour aider les collectivités. Actuellement, l'argent public est très rare chez nous en France, parce qu'on a beaucoup de sous. Alors, ne les gaspillons pas avec Amazon. Ce qu'on leur a donné, j'ai fait un petit calcul, c'est 0,5% de ce qu'ils nous doivent. On aurait pu retirer ça de leur dette, et puis ça aurait été plus simple à la limite, et ça aurait été plus discret. On est vraiment à côté de nos pompes complètement. La question est capitale. Faut-il continuer à donner de l'argent public aux entreprises qui ne jouent pas le jeu et escamotent leurs impôts en France? L'enjeu valait bien une petite visite à Bercy. Premier arrêt, 3e étage, ministère du redressement productif. Vous allez voir, le ton du ministre a un peu changé depuis tout à l'heure. On va parler d'une entreprise que vous connaissez bien. Il s'agit d'Amazon. C'est très intéressant parce que c'est quand même votre région. On se retrouve dans une région où on dit qu'on ne peut pas accorder de subventions à une entreprise qui n'est pas en règle fiscalement. Amazon reconnaît, noir sur blanc, devoir 198 millions d'euros au fisc français et on lui accorde des subventions. Mais madame, si Amazon... Non, il n'y a pas de poids de mesure puisque nous accordons les mêmes règles à tout le monde. Si vous créez une entreprise... C'est écrit. Madame... Condition suspensive, le versement de l'aide régionale sera conditionné à la production de tout document précisant que l'entreprise est en règle au regard des cotisations, paiements correspondants de l'ensemble des déclarations sociales fiscales. Madame, ce que je peux vous dire, c'est que cet argent, s'il est dû selon les règles de la procédure fiscale et si la dette est reconnue... C'est le cas, et ils le reconnaissent. Alors elle sera payée. Bon, pour en être sûr, on est monté 2 étages au-dessus, au 5e. Voir le ministre du Budget, le chef des inspecteurs des impôts. Vous, Bercy, vous pourriez mettre un veto à une subvention, par exemple, sur une entreprise qui devrait de l'argent au fisc français? Comment ça se passerait? Cela ne peut se faire que dès lors que la fraude est établie. Il faut que la fraude soit établie. Mais ça, vous savez, c'est le jeu des multinationales aussi. Ça va durer des années parce qu'ils sont poursuivis. Mais on ne peut pas non plus être dans un dispositif de suspicion sans preuve. Dès lors qu'il y a suspicion, que les faits sont établis, que le contrôle est engagé, c'est-à-dire que les faits sont incontestables, ils doivent être portés à la connaissance d'eux. Effectivement, je ne serais pas choqué, et je dirais même que je trouverais hautement souhaitable que l'administration française et que la législation française établisse des règles qui empêchent le cumul de la fraude et de la subvention. Parce que sinon, le contribuable paie 2 fois. Il paie en raison de l'impôt qui n'est pas perçu et de la subvention qui est donnée. Le contribuable qui paie ses impôts paie 2 fois. La double peine en attendant mieux. Mais en est-on bien sûr? Chômeurs, chômeuses,
Nos ministres et nos élus sont face à un choix cornélien. Les impôts ou les emplois. L'arrivée d'Amazon en France nous fait un peu penser à toutes ces belles histoires de grosses boîtes qui débarquent un jour les bras chargés de promesses. Mr. Mittal, please. Janvier 2006. On est en pleine période de vœux. Le milliardaire industriel indien Lakshmi Mittal rachète Arcelor, poids lourd européen de l'acier en perte de vitesse. Arcelor en France, c'est 30 000 emplois à l'époque. Seule une société de taille globale peut offrir une garantie d'emploi pour les employés et des garanties pour les actionnaires. La meilleure façon de créer des emplois, c'est d'être dans l'entreprise la plus forte. Vous avez bien entendu, Monsieur Mittal crée des emplois. Et voilà toute la presse célébrant l'alchimiste qui transforme l'acier en or. Un milliardaire qui n'hésite pas à enfiler la tenue de ses ouvriers. Lakshmi Mittal, 6e fortune mondiale, veut montrer qu'il reste un passionné de l'acier. Allons-y, et vous allez voir, c'est une usine qui marche bien. Et il y a 7 ans, elle était belle, cette histoire que nos élus nous contaient le soir aux 20h. Et c'est une chance pour l'Europe que d'avoir un grand champion mondial de l'acier. C'est aussi une garantie pour les emplois dans notre pays. 7 ans plus tard. ArcelorMittal a annoncé ce matin la fermeture définitive des hauts fourneaux de Florange. Nous avons le sentiment d'avoir été une nouvelle fois trahis. Dans ce gouvernement, il n'y a plus de pilotes dans l'avion, si toutefois il y en a eu un. Malgré le combat du charismatique Édouard Martin et des salariés de Florange, le groupe Mittal éteint les hauts fourneaux lorrains définitivement. En jeu, le travail de plus de 600 métallos. Le Premier ministre présente pourtant la nouvelle comme une quasi-victoire. Ce soir, je vous annonce qu'il n'y aura pas de plan social à Florange. En échange de la fermeture des hauts fourneaux, Mittal aurait promis de nouveaux investissements à Florange pour reconvertir le site. Je tiens simplement à rappeler à ce gouvernement que le même Mittal avait promis en 2008 un investissement de 330 millions en contrepartie de la fermeture de Gandrange sur le site de Florange. 330 millions dont nous n'avons pas vu encore la couleur du moindre euro. Nous n'avons aucune confiance en monsieur Mittal. Le syndicaliste a malheureusement raison. Mittal n'investira pas à Florange. Il promet juste d'investir 180 millions d'euros ailleurs en France. Retenez bien ce chiffre, 180 millions d'euros. Il est à comparer à un autre, 1 milliard d'euros. 1 milliard, le montant du redressement fiscal que les impôts réclameraient à Mittal. 1 milliard d'euros, l'équivalent du prix de 3 stades de France. À Bercy, personne ne confirme le chiffre. L'enquête est en cours. Pour en être sûr, on a posé la question au député Christian Eckert. En tant que rapporteur de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, il fait partie des rares personnes à avoir eu accès au dossier fiscal de Mittal. Et la procédure est en cours. Évidemment, Mittal conteste le montant, évidemment, mais... On parle de quel montant ? Ce sont des montants que le secret fiscal m'empêche de vous divulguer, mais quelques articles de presse ont cité des montants qui sont l'ordre de grandeur de ce que j'ai pu trouver dans les dossiers. Voilà, les articles font état autour du milliard, hein, c'est ça ? 1 milliard d'euros ? En tout cas, c'est beaucoup plus de 100 millions et c'est moins de 10 milliards. Et c'est pas très éloigné des chiffres que vous indiquez, mais bon, voilà, là... C'est beaucoup d'argent, hein. Ah, c'est évidemment beaucoup d'argent, c'est pour ça que la France était intraitable sur ce dossier et ne lâchera pas ce dossier. En tout cas, moi, j'y veillerai. Intraitable ? Peut-être. Mais au final, Mittal fera tout pour réduire la note. Et contrairement à vous et moi, il a les moyens de tenir tête au fisc en versant de gros chèques à des cabinets d'avocats. Jetez plutôt un œil à ce que révèle ce document que nous avons débusqué. Une déclaration d'impôt luxembourgeoise d'une des filiales d'ArcelorMittal. Regardez, ça donne envie de faire des études de droit. 294 000 livres sterling par-ci, 176 000 par-là. Tiens, un petit quart d'heure à 6 400. Mittal a versé en tout à un seul cabinet d'avocats 1 255 000 € en un an.
sans compter d'autres sommes colossales à d'autres cabinets d'audit et d'avocats. Pour cette seule filiale d'ArcelorMittal, les frais de conseil s'élèvent à plus de 1,5 million d'euros en un an. Vous voyez combien ils dépensent en avocat. C'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on est armé pour lutter contre ça? Eh bien, oui et non. Je pense qu'on est armé, mais pas suffisamment, et notamment à l'échelon européen et mondial. C'est un combat permanent que nous devons avoir, parce que c'est un véritable virus, si vous voulez, ce nomadisme, ce piratage international. Et contre Mittal, on n'est pas prêt de trouver le remède. D'abord, le groupe fait remonter ses bénéfices réalisés en France vers le Luxembourg. Mais le Grand-Duché n'est qu'une étape. Parce qu'en matière de nomadisme fiscal, Mittal, c'est du lourd. Regardez bien. Là, tout en bas de notre document. Le groupe a fait remonter plus de 173 millions d'euros vers AMO Group Finance à Dubaï. Dubaï, un bien joli coffre-fort pour le magnat de l'acier. Ici, les impôts, c'est 0%. Pratique pour rapatrier des bénéfices de façon indolore. Et encore, notre document ne concerne qu'une seule filiale de Mittal, pas la plus rentable, pour la seule année 2010. On s'est dit qu'il y a une personne que notre précieux papier pouvait intéresser. Pas un comptable ou un fiscaliste. Un gars, comme vous et moi. Édouard Martin. On pensait le surprendre un peu en lui montrant ça, mais c'est raté. Plus rien ne semble l'étonner. Comment vous réagissez à ce genre de document? C'est le système Mittal. Voilà, c'est-à-dire que cette multinationale, mais je crains que ce ne soit pas la seule, s'est organisée avec une myriade d'avocats d'affaires, des juristes, des fiscalistes. On a l'impression que vous n'êtes même pas étonné. Non, c'est pas que nous ne sommes pas étonnés. Évidemment que je suis étonné, mais je veux dire, pour nous, malheureusement, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on le sait. On l'a appris aussi, parce qu'on a aussi eu accès à certains documents. Là, ce qui nous étonne, c'est l'immobilisme du système légal, du système politique qui laisse faire. Alors, on va finir par dire, c'est quoi? Ils sont complices? Eux aussi? Est-ce qu'il y aurait des Cahuzac en puissance cachés un peu partout en Europe? C'est ça qui est terrible. Donc on se dit, c'est grave ce que vous êtes en train de dire. Non, quand vous dites ça, vous dites par exemple que le gouvernement... Je pose une question. Le Cahuzac, c'est un enfant de cœur à côté du système Mittal. Parce que là, pour faire ça, il faut effectivement que les lois soient trop fragiles. Les lois européennes, je trouve que c'est une passoire, mais il faut aussi des complicités. Et effectivement, là, vous avez parlé d'un pays qui est aujourd'hui au cœur du système. Est-ce que le Luxembourg, à un moment donné, va mettre un peu de l'ordre dans... Le Luxembourg est complice, vous dites très clairement. Le Luxembourg laisse faire. Je ne sais pas s'il est complice, mais le Luxembourg laisse faire. C'est pas possible autrement. Est-ce que c'est pour vous un cas d'optimisation fiscale ou d'évasion fiscale? Écoutez, là encore, on joue sur les mots. Vous voyez, ces gens-là, comme ils sont beaux, avec des beaux costumes, des belles cravates sur eux, ils ne veulent surtout pas paraître pour ce qu'ils ne sont pas. Donc, moi, j'appelle ça un vol, eux, ils appellent ça optimisation. Donc si demain je prends une mobilette parce que j'ai besoin d'aller à la gare, je vais parler d'optimisation de transport. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Pour moi, ça s'appelle du vol. C'est quand même de l'argent et un chiffre d'affaires qui a été réalisé sur le territoire français. Et donc les impôts, ils doivent être payés sur le territoire français. Justement, pour mieux comprendre, on a demandé si on pouvait poser quelques questions à Lakshmi Mittal ou à quelqu'un du groupe. Mais personne ne souhaitait nous répondre. On a donc profité de l'Assemblée générale d'ArcelorMittal à Luxembourg pour tenter notre chance. L'événement est organisé dans un bel hôtel de la capitale, au sous-sol. Au menu, petit four et beau tableau sur papier glacé. Nous avons fait comme tout le monde, nous nous sommes inscrits officiellement. Mais on ne doit pas avoir le bon badge. Notre présence en ces lieux n'est pas bienvenue pour l'attaché de presse qui gère la communication du groupe en France. La méthode est quand même un peu infiltrante. Hein. Ah bon? Une AG, c'est infiltrant? Quand on ne s'est pas annoncé à l'avance. Je sais pas, on s'est annoncé à l'avance, on n'est pas ici en espion, on est marqué presse. 5 minutes plus tard, c'est la vice-présidente chargée de la communication qui va s'occuper de notre cas.
Mais non, c'est pas elle. Ça, c'est une cliente qui sort du sauna. La vice-présidente, la voilà. Vous travaillez sur quoi? On fait une enquête sur la fiscalité, les impôts. Ah, les taxes, le mot qui fâche. Même pas le temps de finir la phrase qu'elle file le prévenir. Le roi de l'acier, là, à quelques mètres. Je pense pas que ça va être possible. Ok, d'accord. Elle a pas l'air de nous préparer le terrain. À défaut de pouvoir approcher le père, on tente notre chance avec le fils, celui qui s'occupe de la finance dans le groupe, Aditya Mittal. Bonjour, c'est vous qui vous occupez des impôts? On pourrait vous parler 2 minutes? C'est pour la télé française. Zut, lui aussi, il est exfiltré. Bon, puisqu'on fait semblant de ne pas nous voir, on va essayer de se faire entendre, en dernier recours. C'est Édouard Martin qui avait raison, les costumes sont impeccables, la communication blindée. Monsieur Mittal, est-ce qu'on peut parler impôts? Monsieur Mittal, est-ce vrai que le fisc français vous réclame presque 1 milliard d'euros? Non, je suis désolée, on ne peut pas vous parler. Monsieur, est-ce vrai que les Français vous réclament 1 milliard d'euros? Désolée, nous sommes au milieu de notre assemblée générale, c'est à huis clos. On aura juste le droit de faire une belle image du grand patron et de son état-major, venu prêcher la bonne parole aux actionnaires. En marge de l'Assemblée, on va réussir à communiquer quelques minutes avec le porte-voix du groupe, qui va doucher nos maigres espoirs d'interview. Premièrement, ça ne pourra pas se faire aujourd'hui. Deuxièmement, cela ne se fera probablement pas du tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un sujet qu'il souhaiterait aborder dans un documentaire sur une chaîne française. Je peux le comprendre, mais tous les leaders européens vont en parler à Bruxelles dans 15 jours. L'évasion fiscale, les pratiques des multinationales, c'est un enjeu énorme. ArcelorMittal respecte toutes les lois en la matière. Ouais, enfin... Si, c'est notre position officielle. Oui, mais le fisc français réclame à ArcelorMittal presque 1 milliard d'euros. C'est notre position. Et si vous pouviez arrêter de filmer... L'entrevue se terminera cordialement. Les dirigeants de l'Empire Mittal ont refusé de commenter les mouvements financiers que nous avons mis au jour grâce à nos documents. Par contre, les inspecteurs du fisc français, Mittal ne peut pas les ignorer. En jeu, on vous l'a dit, 1 milliard d'euros. Vous et moi, quand les impôts vous écrivent pour vous réclamer des sous, vous obtempérez. Mais dans les grandes boîtes, quand le fisc vient mettre son nez dans les comptes, comment ça se passe? Nous, on a trouvé un directeur financier pour vous l'expliquer. C'est un témoignage très rare et anonyme. Sachez juste que notre témoin travaille dans une grande multinationale en France. S'il souhaite s'exprimer, c'est pour dénoncer l'hypocrisie baptisée optimisation fiscale, qui cache bien souvent une évasion fiscale pure et simple. Quand le fisc déboule, pour notre directeur, une seule question se pose. À combien tu es prêt à lâcher? À combien tu es prêt à lâcher? À 50% du montant? À 0? On essaye de faire tomber un certain nombre de clauses. Mais bon, on comprend votre point de vue. On n'aurait pas dû faire ça comme ça, mais on ne savait pas. Effectivement, on repose le montant et petit à petit, on arrive à faire baisser le montant. Et c'est de la négo. C'est la seule option de sortie, c'est de négocier. Et voire même d'aller jusqu'au contentieux, si on est dans notre bon droit. Mais la plupart du temps, on n'est pas, puisque de toute façon, on fait de l'évasion fiscale. L'impact aujourd'hui qu'on voit sur l'impôt, c'est juste gigantesque. Juste gigantesque. Des contrôles, notre témoin en a connu quelques-uns. Face au fisc, voilà comment il fait. La stratégie, c'est d'arriver très documenté. Donner un maximum d'informations, pas forcément ciblées, mais de l'étouffer par l'information. Lui sortir des grands livres, des piles sur la table.
pour qu'il soit noyé sous la documentation sur un sujet un peu général. On camoufle pas, on documente. Quand l'inspecteur gratte un peu trop, voici ce qui se passe. J'essaie de lui donner des carottes. Le principe de la carotte, c'est bien connu dans la fonction. On essaye de trouver des choses qu'on a faites pas très nettes, mais dont l'impact financier va être faible. Et on essaye de la sortir au moment où lui touche un sujet dur. Par contre, sur votre autre question, là, effectivement, on s'est trompé, monsieur le contrôleur, vous avez raison. Voilà pourquoi, en cas de contrôle, les grandes boîtes s'en sortiraient plutôt bien. L'évasion fiscale, pardon, l'optimisation fiscale est donc une activité rentable et finalement pas si risquée que ça. Nous avons enquêté sur le groupe British American Tobacco, numéro 2 du tabac dans le monde. Il fabrique des Lucky ou des Vogue. Le groupe est britannique, son siège est à Londres. Mais il a des filiales dans tous les pays européens. Elles sont regroupées au sein d'une holding en Hollande. L'an passé, le fisc français aurait réussi à pincer BAT pour un montage avec l'une de ses filiales. Elle s'appelle BATCC. À l'aide de documents confidentiels venus de Luxembourg, nous avons retracé les activités de cette société au sein du groupe. En Hollande, nous avons rencontré de façon anonyme un cadre de BAT qui nous a parlé du contrôle fiscal français. Le montage financier n'avait pas, selon le fisc, de raison d'être. Il n'avait que pour objectif de payer des frais financiers et donc de réduire le résultat fiscal de BAT France et de payer moins d'impôts. Il y a donc eu un redressement sur la France. Le premier redressement était d'1,8 million et la négociation a permis de l'amener à moins d'1 million d'euros. C'est un petit montant. À l'échelle du groupe, il a raison. C'est vraiment rien, comparé aux bénéfices que British American Tobacco parviendrait à soustraire de sa déclaration d'impôt en France. La preuve ? Officiellement, dans ses comptes, BAT France a déclaré un résultat d'exploitation de 6,5 millions d'euros en 2011. Mais en fait, le résultat d'exploitation du groupe en France est bien différent. Regardez ce document interne, totalement confidentiel, de BAT. Pour 2011, le groupe affiche un résultat de 109 millions d'euros, soit 103 millions de plus que dans ses comptes publics. Avec pareille différence, c'est sûr, les impôts sont moins douloureux. Notre cadre anonyme nous le confirme. BAT France a payé 2 millions d'euros d'impôts en 2011, tout en déclarant un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros. Aujourd'hui, on estime à 50 millions d'euros les impôts qui auraient dû être payés, contre 2 millions, c'est-à-dire 25 fois moins. Apparemment, ce serait pareil pour tous les fabricants de cigarettes. On estime que le manque à gagner pour la France serait de 400 millions d'euros. Tiens, à titre de comparaison, c'est à peu près l'argent qu'il nous faudrait pour rattraper notre retard en équipement IRM. Vous savez, les machines qui détectent les cancers du poumon. Contacté, le groupe a répondu par lettre. La distribution de cigarettes, sa seule activité en France, lui a bien rapporté 6,518 millions d'euros en 2011. Cette lettre nous confirme surtout le résultat consolidé de BAT France et du groupe aux Pays-Bas, 109,3 millions d'euros. L'illustration d'une délocalisation fiscale très efficace. BAT reconnaît par ailleurs avoir fait l'objet d'un redressement limité de la part du fisc français. Bon, nous, on a quand même cherché à les rencontrer. Ça tombe bien. Il y a quelques jours, on a eu vent d'un déjeuner. Un repas un peu particulier. Dans un restaurant proche de l'Assemblée nationale, tout le staff de British American Tobacco France. La dame en bleu, c'est la présidente, Soraya Zouahid. Sont conviés des parlementaires, d'anciens ministres, des hommes d'affaires et d'influence. Le club des amateurs de Havane. Le relais des intérêts du tabac dans le monde politique. Ce jour-là, selon nos informations, on doit causer réglementation, publicité et cigarettes pour dames. Pour aider à la réflexion, quelques cadeaux, des Havanes, du rhum ancien.
Et c'est BAT qui régale en payant le resto. 10 000 € en tout. Si les élus redoutent le poids du remords, ils peuvent toujours se rabattre sur le menu bonne conscience. Messieurs, dames, Élise Lucet, France 2. Bonjour madame, vous êtes la présidente de BAT. Bonjour. On regardait cette table magnifique là, avec tous ces élus, tous ces députés, ces anciens ministres. C'est formidable, non? Vous parlez de quoi? C'est un club de cigares. Un club de fumeurs de cigares. Les amateurs de Havane, les voici. 3 anciens ministres, Dominique Bussereau, André Santini, François Sauvadet. À leur côté, le député Patrick Balkany et 3 autres parlementaires. Parce qu'on voulait vous parler de quelque chose qui, je pense, intéresse beaucoup les élus de la République. On voulait vous parler de fraude et d'évasion fiscale. Parce qu'on a des chiffres qui sont ici, si vous voulez, qui sont des documents qui viennent de chez vous. Regardez, je vous montre. Sur ce document-là, on voit, regardez, ici, là, vos bénéfices nets pour 2011. Regardez, résultat d'exploitation pour 2011, 109 millions d'euros. Donc ça, c'est très intéressant, c'est les bénéfices avant optimisation fiscale. Et puis quand on regarde sur un site très sérieux qui est entreprise, un site d'entreprise, on voit que vous n'avez déclaré que 6 millions de bénéfices. Donc ça nous intéresse beaucoup de savoir où sont passés les 103 millions que vous n'avez pas déclarés au fisc français. Voilà mon... Excusez-moi. Est-ce que c'est de l'évasion fiscale? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. C'est un début. On a essayé de prendre rendez-vous avec vous, madame. Si on vient vous voir ici, c'est justement qu'on a des difficultés à avoir un rendez-vous avec vous. Vous savez, en fait, on parle de quelque chose qui vous intéresse. Vous dégagez, c'est pas notre problème. Il y a 103 millions qui sont partis aux Pays-Bas. Nous décidons à l'Assemblée. Le président du club, c'est lui, André Santini. Pas très heureux de nous voir là. Ça vous pose pas de problème? Là, ça vous pose pas de problème? On comptait s'inviter entre la poire et le dessert pour causer un peu. Un monsieur de BAT nous le propose aimablement. Alors, on va parler avec le porte-parole de BAT. Oui, bien sûr, venez. Sauf que le porte-parole, en fait, il voulait juste nous montrer la porte. On a décidé d'attendre à l'extérieur que ce petit monde en termine avec les cigares et les digestifs pour leur poser 2-3 questions. Et savoir s'ils n'avaient pas de scrupules à se faire inviter par un fabricant de cigarettes. On aurait aimé savoir pourquoi ce responsable des douanes, au ministère du Budget, s'était laissé inviter à ce déjeuner. Si d'aventure l'entreprise BAT avait discuté impôts avec lui entre 2 cuisses de grenouille. Est-ce que vous allez en parler avec le monsieur du budget qui est avec vous? Ça intéresse les élus de la République et ça intéresse les téléspectateurs. Ce n'est pas qu'une affaire de morale. La France a signé une charte de lutte contre le tabac avec l'Organisation mondiale de la santé. Dans cette charte, la France s'engage à ce que les politiques de santé ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux des cigarettiers. Des parlementaires en grande discussion avec la patronne en France du numéro 2 mondial du tabac, c'est précisément ce que la charte veut empêcher. C'est pour cela que les images de ce déjeuner sont si sensibles pour les convives. Et qu'à la sortie, ils ont un peu de mal à en parler. Bonjour messieurs, vous étiez au déjeuner de BAT? Non. Ah bah si, vous avez un cigare dans les mains. Bonjour messieurs, vous étiez au déjeuner de BAT? Non, pas du tout. Ah vous ici, on vous a vu, vous avez un cigare dans votre poche. Vous n'assumez pas le fait d'être au déjeuner de BAT, ça vous pose un problème? Aucun. S'il était avéré que le groupe faisait de la fraude fiscale en France en échappant une partie de ses bénéfices aux Pays-Bas, ça vous poserait un problème ou pas? C'est pas mon problème. C'est pas votre problème? Ah et non, ça pas vous... du tout. Non, ça vous embête pas? Allez, autant on emporte la charte. Puisque les conflits d'intérêts ne semblent pas poser de problème, concentrons-nous plutôt sur ce qui nous a amenés ici, les impôts de BAT. Ça tombe bien, voilà un ancien ministre du budget. Bonjour Monsieur Bussereau. Bonjour Élise Lucet, Ça vous va? allez bien? Oui. Est-ce que vous êtes intéressé au statut fiscal de BAT avant d'accepter ce déjeuner? Vous voyez, Non, vous êtes écoutez, ancien ministre du budget, attendez, vous êtes parlementaire, quand je monte dans le vous êtes train, dans un déjeuner j'ai été payé par BAT, ministre des on parle de Transports, fraude quand je parle dans le fiscale. train et qu'un contrôleur me dit bonjour, quand je prends l'avion et qu'une hôtesse me dit Vous payez bonjour. le train ou l'avion? Non, c'est l'Assemblée nationale qui paye pour Oui, les députés. c'est l'Assemblée Je ne me pose nationale, pas des c'est pas députés. Quand BAT. j'ai été ministre de l'Agriculture, quand je mange un yaourt,
ne pose pas la question de savoir si j'ai rencontré monsieur le président de Danone avant ou auparavant. Voilà, donc moi je suis là dans un cadre amical. Non, mais attendez, je vous parle en toute liberté. Je vous repose ma question en tant qu'ancien ministre du budget, si il était avéré que BAT pratiquait la fraude fiscale, en tant qu'ancien ministre du budget, j'imagine que ça pourrait vous choquer. Écoutez, j'ai rendez-vous demain soir avec le ministre du budget, il s'appelle Bernard Cazeneuve. Oui, que nous avons je lui poserai la question. Mais là, je n'étais pas là en tant qu'ancien ministre du budget, ni en tant que député. J'étais dans un club d'amis, de toute tendance politique, dans lequel nous sommes là pour la convivialité. Comprenez ma question, si vous voulez. À partir du moment où le déjeuner est payé par BAT, on se demande s'il y a un conflit d'intérêts. Ça fait 40 ans que je déjeune chez... Voilà, après, s'il y a le moindre problème, je paierai la semaine prochaine 2 fois mon déjeuner. Ah, le président du club. Pas l'air content. Monsieur Santini, Madame Lucet. Non, j'ai pas apprécié vos procédés, madame. Mais écoutez, est-ce que vous êtes intéressé à l'optimisation fiscale de BAT avant de venir à ce déjeuner? Non. Si BAT, effectivement, faisait de la fraude fiscale à grande hauteur, ça vous choquerait, monsieur Santini? Nous verrons ce que nous ferons, bien sûr. Et si c'était le cas, ça vous choquerait ou pas? Nous verrons, madame. C'est pas vraiment une réponse, monsieur Santini. Allez, je vous ai connu meilleur. Et nous, on vous avait connu plus drôle. Voilà notre dernière chance. Patrick Balkany. S'il était prouvé que BAT, le groupe BAT qui paye ce déjeuner, pratique la fraude, l'évasion fiscale vers les Pays-Bas, si c'était le cas, si la fraude était prouvée. Mais quelle fraude? Mais si, entre les 109 millions de bénéfices et les 6 millions de déclarés, c'était prouvé, ça vous choquerait ou pas? Mais ce n'est pas ni BAT, c'est le problème de l'ensemble des sociétés qui travaillent partout. Aujourd'hui, elles font de l'optimisation fiscale. Toutes les sociétés le font. C'est bien ce qui pose problème. Les boîtes qui ne payent pas d'impôts, les gens qui se la coulent douce et mettent leur oseille à l'abri sous les cocotiers, ça énerve les opinions publiques. Et ça, les politiques, ils n'aiment pas. Surtout ceux qui voient des élections arriver très bientôt. Alors on bouleverse les agendas, comme à Bruxelles, le 22 mai. À l'ordre du jour du Conseil européen, on devait parler énergie. Mais l'évasion fiscale s'est invitée au dernier moment. Sur le tapis rouge ce jour-là, c'est l'heure des bonnes résolutions. Monsieur le Président, pour France 2, pour France 2, est-ce que vous pensez que le problème de l'évasion fiscale des multinationales va être abordé aujourd'hui, Monsieur le Président? Oui, sera abordé l'ensemble de la question de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale, c'est-à-dire aussi bien celle des particuliers que des entreprises. Et donc nous avons à cœur de lutter contre toutes les sources de l'évasion et notamment les paradis fiscaux. L'argent, tous les chefs d'État savent où il se trouve. Ont-ils pour autant la volonté d'aller le chercher? Nous, on s'est dit que ça serait intéressant de le vérifier. C'est pour ça que nous sommes venus. Profiter de la présence de tous les chefs d'État et de gouvernement pour leur demander ce qu'ils comptaient vraiment faire pour arrêter les dégâts. Comme on n'a pas les moyens d'aller voir les 27 représentants de l'Union, qui parlent tous à la même heure après le sommet, on a dû se concerter et faire des choix. C'est pas nouveau. On y va? On a voulu demander à François Hollande pourquoi la France subventionne une entreprise basée au Luxembourg, chez Jean-Claude Juncker. Le tout au cœur d'une Europe présidée par l'Irlande et son Premier ministre Enda Kenny. L'Irlande accusée elle aussi d'être un paradis fiscal. Non, vous n'êtes pas... Oui, Monsieur le Président. Laurent Richard pour le magazine Cash Investigation pour France 2. En matière de lutte contre les entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale, la position de la France n'est-elle pas quelque peu schizophrénique quand on sait que pour s'implanter, l'entreprise Amazon a reçu plus de 1 million d'euros d'aide publique, alors même que les services fiscaux de Bercy réclament à Amazon 198 millions d'euros d'impôts. Est-ce que vous trouvez normal que l'État et les collectivités territoriales aident financièrement une entreprise qui ne joue pas le jeu? Ce sont deux procédures différentes. On peut accueillir une entreprise qui crée des emplois et lui apporter le soutien
qui est d'ailleurs prévu par la loi ou par les délibérations des collectivités locales, et en même temps aller chercher le moyen de faire payer l'impôt à cette entreprise. Et c'est ce qui est le cas pour Amazon. Comme Amazon, tiens, des entrepôts en France et des impôts au Luxembourg. Le Luxembourg, justement. On est allé lui poser la question au Premier ministre, Jean-Claude Juncker, le vétéran. 18 ans qu'il est aux manettes du gouvernement du Grand-Duché. Ce jour-là, il a une très grande nouvelle à annoncer au monde. L'opacité luxembourgeoise, c'est du passé. Pour ce qui est de la fiscalité, je voulais dire en un mot comme en 1000 phrases que le Luxembourg a décidé le 10 avril dernier que nous allons appliquer l'échange automatique des informations en matière de fiscalité de l'épargne à partir du 1er janvier 2015. Dans moins de 2 ans, c'en serait fini de l'opacité. Ouais. Enfin, tout dépend des documents qui seront concernés. À ce sujet, d'ailleurs, les accords fiscaux secrets que le Luxembourg signe avec les multinationales, les tax rulings, comme on dit dans le jargon, le Grand-Duché va-t-il les partager? Monsieur le Premier ministre, une question. Vous connaissez, j'imagine, ces documents. Ce sont des ATA, des tax rulings. Ils proviennent de grands cabinets d'audit comme PricewaterhouseCoopers, oui. Ernst Young ou KPMG. Oui. Et ils permettent à ces grands groupes, à ces multinationales, d'échapper en très grande partie à l'impôt. Est-ce que, dans le cadre des échanges automatiques d'informations dont vous parliez à l'instant et que vous dites appliquer à partir du 1er janvier 2015, vous donnerez ces dossiers, ces documents aux différents services fiscaux européens? À condition que l'administration fiscale française, belge, néerlandaise, britannique, irlandaise, slovaque, slovène fasse de même. Et si c'est le cas, vous le ferez? Pourquoi est-ce que nous ne le ferions pas? Il faut se défaire de cette idée que le Luxembourg serait le seul pays à appliquer des tax rulings, comme on dit, dans un mauvais franglais. D'autres le font également. Merci. Merci. C'était très agréable. La transparence, les nouvelles règles du jeu, on n'est pas sorti de l'auberge. Surtout s'il faut attendre que tous les pays européens reconnaissent les accords passés en catimini avec de très grandes entreprises. C'est pour ça qu'on avait choisi d'aller écouter Enda Kenny, le Premier ministre irlandais. Pas parce que l'Irlande assure la présidence tournante de l'Union, non. Plutôt parce que la veille, de l'autre côté de l'Atlantique, avait eu lieu un affrontement au sommet. Au Sénat des États-Unis, une commission d'enquête. À ma droite, Tim Cook, grand patron d'Apple, le géant mondial, la marque à la pomme. Il est accompagné de son directeur fiscal et de son directeur financier. Il témoigne sous serment. À ma gauche, le président de la commission, le sénateur Carl Levin, 30 ans d'expérience. Ne vous fiez pas à son air de comptable à la retraite, il est redoutable. La sous-commission se réunit aujourd'hui pour examiner comment les entreprises multinationales américaines utilisent les failles du Code des impôts pour déplacer leurs bénéfices dans les paradis fiscaux pour éviter de payer les taxes américaines. Voilà, on est tout de suite dans le vif du sujet. Ce jour-là, Apple va expliquer à quoi servent ses filiales irlandaises. Et on ne va pas être déçu. Pour répondre au sénateur, c'est le directeur fiscal qui s'y colle. Vous n'avez pas payé d'impôts en Irlande ou aux États-Unis sur ces dizaines de milliards de dollars envoyés dans votre filiale en Irlande depuis le reste du monde. Il n'y a pas eu d'impôt sur ces bénéfices aux États-Unis ou en Irlande. On est d'accord? Les revenus de nos filiales irlandaises ont été pleinement imposés en Irlande, selon les termes de l'accord que nous avons conclu avec ce pays. Le taux d'imposition maximum, c'est 2%? Monsieur le Président, je ne connais pas précisément les mécanismes de calcul. Pas les calculs, c'est un maximum de 2%? Approximativement, oui. Voilà, c'est dit, sous serment en plus. Apple a négocié ses impôts avec le gouvernement irlandais et bénéficie depuis des années d'un prix d'amis pour les profits que la compagnie fait passer par Dublin. Le genre de deal qu'on préfère garder bien secret. Il en dit quoi, Monsieur Kenny, de ces accords?
Monsieur, hier, devant le Sénat américain, le patron d'Apple, Tim Cook, et son staff ont témoigné et ont reconnu qu'ils avaient obtenu 2% de taux d'imposition en Irlande. Pendant combien de temps votre pays va-t-il offrir ce genre d'accord aux multinationales? Je ne suis pas d'accord avec les déclarations faites au Sénat américain hier. L'impôt sur les sociétés en Irlande est de 12,5%. C'est le cas depuis longtemps. Nous ne faisons pas d'accords spéciaux sur les impôts. Donc, selon vous, ils ont menti devant le Sénat américain? Eh bien, je vous ai dit que je n'étais pas d'accord avec ces déclarations. Je vous dis qu'il n'y a pas de deal, pas d'accord parallèle, avec aucune entreprise en ce qui concerne notre impôt sur les sociétés. Donc, Désolé, c'est terminé. Question suivante. La vérité est au milieu de l'Atlantique? Vous voyez pourquoi on n'est pas tiré d'affaire? En matière de transparence, c'est encore le Moyen-Âge. Quand un patron fait un pas dans la bonne direction, le politique, lui, renacle et refuse l'obstacle. À ce rythme, ce n'est pas demain la veille que les inspecteurs du fisc vont enfin pouvoir regarder dans la bonne direction.